Madame, monsieur, bonjour. Bon vendredi à tous. C'est la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de la lutte contre le Covid-19. Les traduits praticiens à l'Assemblée nationale, c'est le grand titre du journal, pour expliquer simplement qu'ils ont été invités à présenter leur savoir-faire devant les députés hier, avec dans leur sac donc des potions, des solutions pour combattre la pandémie qui dévaste le monde. Les parlementaires mettent donc la pression sur le gouvernement pour qu'un projet de loi soit sur la table, sur la médecine, donc le projet de loi sur la médecine traditionnelle, pourtant élaboré donc depuis plusieurs années, soit donc enfin déposé sur la table des députés. C'est ce que le journal propose également ce matin, page 3. Le même journal s'intéresse aussi à l'Assemblée nationale avec un réseau d'assureurs qui a été créé. Donc tout cela dans le journal ce matin. On s'intéresse aux Lions indomptables avec le limogeage des coachs en question, donc d'importantes sommes d'argent payées dans le dédommagement donc des entraîneurs de l'équipe Fagnon. Limogé donc ressemble bien sûr ressemble à une sorte de mafia. On peut lire tout cela en page 11 du journal. On s'intéresse à la justice et la corruption avec notamment le Cameroun qui peine justement à se relever sur ce plan-là. Opération Épervier, 12 ans de prison pour un ex-régisseur de prison. C'est le journal qui propose également. On parle aussi de guerre anti-Covid, l'appui de la diaspora à découvrir dans le journal en page 6 de la nouvelle expression disponible en kiosque ce matin. Le Messager parle donc de Christophe Guilou avec notamment « Je ne suis pas le porte-parole de Paul Biya », c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le journal. L'ambassadeur de France au Cameroun démonte d'ailleurs les accusations portées contre lui par des activistes camerounais et notamment des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est le dossier proposé par le journal Le Messager qui s'intéresse également à autre chose. Parlant du Covid-19, comment sortir la médecine traditionnelle de l'ornière. Parlementaires, chercheurs et praticiens se concertent donc sur les voies et moyens de sa modernisation. C'est le journal qui le dit d'ailleurs ce matin. Et puis l'Œil du Sahel s'intéresse au chantier de la CAN 2021. Prime Potomac embarrasse notamment Mouele Kombi à Garoua. C'est ce qu'on peut découvrir en page 12 du journal. Le journal parle également de la localité de Amtidé où 6 personnes ont été tuées dans une attaque de Boko Haram. C'est à lire en page 9. Autant d'informations à découvrir dans le journal, dans la Namawa précisément. Déjà 83 cas de Covid-19 et bien sûr 2 décès. C'est ce que le journal révèle également ce matin, c'est lui du Sahel. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle donc de collectivités territoriales décentralisées avec les 100 premiers jours des nouveaux maires, les super maires d'ailleurs. Reportage à Douala, Bafoussam et Bolova, Maroua, Ngamdéré, Tchang, Bertois et d'autres localités. À lire dans le dossier proposé par le quotidien Le Jour de ce matin. Le journal s'intéresse également à la commémoration avec un rappel des mémoires. Il y a 17 ans, mourait donc Marc-Vivien Foué, donc un reportage dans le complexe qu'il a laissé donc à lire dans le journal ce matin également. Le journal Mutation s'intéresse à nos entreprises et établissements publics, offres d'emploi, c'est ce que le journal propose comme actualité, comme information ce matin, tout en faisant savoir qu'il y a donc de vrais faux avis de recrutement dans les sociétés d'État qui circulent notamment dans les réseaux sociaux et donc ce qui suscite également des démentis en cascade. On peut lire le dossier proposé par le journal après l'enquête menée par le reporter du quotidien Mutation. Et toujours, le journal s'intéresse à l'Assemblée nationale. Chassé-croisé sur la médecine traditionnelle, c'est ce qu'on peut lire en page 9 du journal Mutation de ce matin, Mutation également d'autres informations que je vous invite à parcourir. Si vous faites un tour en kiosque, Émergence parle de guerre dans le nord-ouest et sud-ouest. La communauté internationale peut-elle imposer un cessez-le-feu à Paul Biya? C'est la question, mais 12 experts s'affrontent déjà autour de cette question. C'est un dossier que je vous invite à lire de la page 5 à la page 11 du journal, disponible en kiosque, qui parle également de la localité de Lemier, où la commune est donc en ébullition. C'est à lire dans le journal en page 2. On s'intéresse également à l'importation avec le Cameroun qui perd plus de 1864 milliards de francs CFA. C'est de l'argent de l'État, à lire dans le dossier proposé par le journal Émergence ce matin. Et puis Cameroun Tribune parle d'équilibre des échanges commerciaux, une occasion de rebondir. C'est ce que dit d'ailleurs le journal. En président d'ailleurs le conseil de cabinet du mois de juin hier, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a prescrit au chef de département ministériel concerné de saisir l'opportunité qu'offre d'ailleurs la pandémie du Covid
Covid-19 pour explorer les voies et moyens d'une meilleure valorisation même des produits d'exportation locaux, donc un contexte bien entendu marqué par la chute continue donc des cours des produits de base. Dossier à découvrir de la page 2 à la page 3 du quotidien Cameroun Tribune ce matin. Et on parle également du développement des marchés agricoles. On est sur la bonne voie, c'est ce que propose d'ailleurs le journal. C'est un article que je vous invite à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le journal Signature et en kiosque parle de corporatisme avec cash sexe, donc de toutes les déviances. Tout un dossier que je vous invite à parcourir ce matin. Le même journal parle également du testament de Georges. C'est à lire aussi l'éditorial de ce journal proposé par le tabloïd disponible en kiosque, c'est Signature. Et puis le journal L'économie s'intéresse au Covid-19. La BEAC prévoit une récession économique en zone CEMAC. C'est ce que propose d'ailleurs le journal. C'est l'information, l'une des informations importantes qui ressort justement du deuxième comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale qui s'est donc tenu le 24 juin dernier par visioconférence. Le journal nous rappelle tout cela ce matin en page 2. Vous aurez l'occasion de parcourir l'information et être parfum de l'actualité. On va terminer avec le journal Le Financier d'Afrique, pays qui parle d'infrastructures routières. 7 milliards de francs CFA pour 1 km d'autoroute Douala-Yaoundé. C'est d'ailleurs ce que le journal propose également ce matin. Avec les 60 premiers kilomètres, ils vont donc coûter 423,6 milliards de francs CFA, dépassant ainsi des projets similaires réalisés donc en Côte d'Ivoire, 2 milliards de francs CFA, des kilomètres donc, et au Maroc, donc 1,7 milliard de francs CFA par kilomètre. C'est ce que le journal essaie d'expliquer également ce matin. C'est tout un dossier que je vous invite à lire. D'autres informations sur le plan financier sont contenues dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Nogo. Bonjour au doyen Kaminele et bien sûr, je salue chaleureusement tous les téléspectateurs de ce plateau. Merci. Georges, j'allais dire Kaminele, bonjour. Flavien Vallondomo, bonjour. Bonjour, Georges Semé. Bonjour, téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais Georges Semé, vous avez oublié de saluer les populations de Mankoulane ce matin. Je vais me rattraper cette année. Il le fera certainement à la fin de l'émission. Alors, merci d'être là, puisqu'on va faire un tour de quelques sujets proposés par les tabloïds. La nouvelle expression, par exemple, qui parle de la lutte contre le Covid-19 avec les traduits praticiens à l'Assemblée nationale. Ils sont allés présenter ce qu'ils savent faire et il est question de soutenir davantage ces derniers. Plusieurs tabloïds sont revenus sur le sujet ce matin. C'est une très bonne nouvelle pour les traduits praticiens parce qu'ils ont été sollicités par les députés afin qu'ils viennent se prononcer sur les tradis pratiques. Et je crois que c'est un effet positif du Covid-19, même si on pense que ça aurait pu intervenir un peu plus tôt, il y a quelques années, avec d'autres pathologies qui nécessitent bien évidemment le concours des tradis praticiens. Mais il n'est jamais trop tard avec le Covid-19. Ils ont été sollicités par les députés afin qu'ils viennent parler de leur profession, les prouesses qu'ils effectuent dans le cadre surtout du Covid-19. Et lorsque on parcourt cet article, on se rend bien compte que le Parlement est tout à fait intéressé par les prouesses que l'on a vues avec non seulement Monseigneur Cléda, qui a bénéficié d'un appui substantiel de certaines personnes privées, mais également d'un accompagnement du gouvernement, mais également d'autres tradis praticiens qui apportent leur concours, bien évidemment, dans la lutte contre le Covid-19. Donc, les travaux ont tourné autour d'un projet de loi qui existe depuis, mais qui jusque-là n'avait pas encore été déposé pour discussion à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, je crois que nous sommes sur la bonne voie et ce projet de loi va être bien ficelé, bien encadré, afin que les tradis praticiens aient également une loi qui les protège. Mais je pense que au regard de ce qu'ils ont posé sur la table, ils veulent qu'on aille un peu plus loin. En dehors du projet de loi, ils demandent que la tradit pratique soit introduit dans les programmes scolaires, dans les programmes universitaires, afin qu'on en sache davantage. Donc, c'est un effet positif du Covid-19 et on espère qu'avec ce premier contact qui a été pris avec les députés, on en aura davantage pour que cette profession soit véritablement reconnue. Camille, il est en parcourant le journal ce matin, ou alors plusieurs tabloïds qui ont traité de cette question, on constate que c'est la pandémie qui a motivé justement cette rencontre qui aujourd'hui
démontre quand même que la solution peut venir de la pharmacopée. La pandémie a déclenché cette attention particulière de l'Assemblée nationale qui n'est pas aussi intéressée par des grands problèmes, certains grands problèmes de la nation que l'on s'attend à ce que dont on attend que l'Assemblée nationale retienne attention. Ben, avec ce qui s'est passé hier, avec les tradis praticiens qui étaient les invités vedettes de l'Assemblée nationale, hier, c'est une première d'ailleurs, une grande première, on réalise que, effectivement, à cause du Covid, on a compris qu'il était plutôt temps de mettre les pieds dans le plat et d'aller un peu plus loin dans les textes, organisant et réorganisant les activités de la médecine traditionnelle au Cameroun. Ce que j'ai retenu dans tout cela, c'est surtout cette phrase de Monseigneur Cléda qui a dit, en substance, il faut étudier les plantes. Il faut étudier les plantes parce que vous savez très bien que notre médecine traditionnelle, notre pharmacopée traditionnelle est riche et variée. Mais vous savez aussi qu'il y a un problème de posologie là-dedans. Il y a un problème même de l'administration de ces plantes. Parce que quand quelqu'un dit qu'il a mal à la tête, c'est pas évident que le tradipraticien peut faire la différence entre un simple mal de tête, une céphalée, ou alors peut-être même le début d'un AVC. Donc il faut aller un peu plus loin au niveau de ces tradipraticiens, mais surtout avec la phrase de Monseigneur Cléda qui dit qu'il faut étudier la plante, il faut surtout comprendre, aller plus loin dans l'identification des molécules qui se trouvent dans les plantes, parce que c'est ça le plus important. Isoler les molécules, les connaître et maintenant pouvoir les administrer. Donc, alors, organiser le secteur également, rendre davantage plus sérieux ce qui apporte des solutions. Absolument. Et à cela, moi je pense que dans cette démarche, il faudrait associer les chimistes, il faudrait associer les médecins, il faudrait associer les pharmaciens, il faudrait associer tout un ensemble d'acteurs du secteur scientifique pour que, effectivement, on arrive à extraire les molécules et à pouvoir donner maintenant, administrer des solutions, des potions capables de traiter spécifiquement chaque maladie, une telle maladie et pas telle autre maladie. C'est en ce sens que, bon, hier, avec la présence des tradipraticiens à l'Assemblée nationale, on a entendu chaque tradipraticien dire que moi je soigne, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faudrait savoir on soigne quoi et comment. Alors, donc, savoir quelle est la molécule utilisée, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour telle maladie, telle autre maladie. Voilà. Parce qu'on retrouve certains qui soignent pratiquement toutes les maladies, qui disent soigner. Il y en a même qui disent soigner le sida. Bon, mais si effectivement ces personnes sont capables de soigner le sida, pourquoi pas, hein? Il faudrait bien qu'on aille un peu plus loin, justement, dans le sens de leur recette. Mais il est vraiment temps surtout avec le Covid-19 et surtout avec des résultats surprenants qui ont été obtenus. Parce qu'on ne nous a pas dit que c'est uniquement la chloroquine qui a guéri les gens, mais que quand on voit les résultats obtenus par... Mais par la suite, on observe qu'il y a une guéguerre également entre les tradipraticiens et les spécialistes de la médecine moderne. Oui, et le Covid-19 l'a encore révélé parce que tout est parti de la France, de Marseille, avec le professeur Raoult qui... qui a tiré à boulet rouge sur la médecine conventionnelle, selon laquelle il n'y a que eux qui pourraient apporter une solution thérapeutique au Covid-19. Et je pense que la médecine traditionnelle aujourd'hui a prouvé qu'on peut compter également avec elle. Lorsqu'on prend les statistiques qui ont été dévoilées par Monseigneur Cléda, on est en droit de penser qu'on pourrait compter avec elle. Mais seulement, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et le président de l'Assemblée nationale dit quelque chose de fondamental lorsqu'il disait qu'il faut qu'on arrête de regarder de façon condescendante les tradipraticiens. Et je crois que c'est assez fondamental et j'espère que la dynamique qui a été engagée avec les tradipraticiens, entre les tradipraticiens et les parlementaires va continuer afin qu'on arrive à une loi qui encadre cette profession, mais également à ce que ces tradipraticiens soient accompagnés au moins financièrement afin qu'ils apportent leur savoir
la plupart des thérapeutiques qui parfois... Il y a déjà une dépassent- sous-direction en charge de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé, c'est une bonne chose. Maintenant qu'il faut aller au-delà et même plus loin. Il faut aller au-delà de la thérapeutique. Il faut implanter un aller cadre. dans la didactique également, parce que lorsqu'on écoute Monseigneur Cléda, il dit qu'il faut introduire dans les systèmes scolaires les études sur la médecine traditionnelle afin que... Mais moi, je pense que là, ça allait un peu vite en besoin. Je pense qu'il faudrait d'abord mettre sur pied un cadre scientifique dans lequel, effectivement, cette médecine traditionnelle peut être vraiment implémentée et peut être étudiée et peut être systématisée, mais pas aller trop vite. On va lire tout cela, le traitement donc de cette actualité dans la Nouvelle Expression, c'est d'ailleurs la une de ce journal, et en même temps un petit une aussi dans le quotidien Le Messager. Ce matin, comment sortir la médecine traditionnelle de l'ornière. Parlementaires, chercheurs et praticiens se concertent ou sont concertés à Yaoundé et continuent donc la concertation aussi pour trouver quelque chose de sérieux et de mieux, pour permettre d'ailleurs de trouver également des solutions aux différentes pathologies qui secouent le Cameroun. Alors, autre chose également à lire dans la presse ce matin, Mutation s'intéresse à autre chose. D'ailleurs, Le Jour qui parle d'abord des collectivités territoriales décentralisées avec les 100 premiers jours des nouveaux maires, des super maires comme on les appelle. Est-ce que les promesses énoncées lors de la première prise de parole se réalisent? Vous faites le tour quand même de plusieurs... Bien sûr, surtout du côté de Douala où je participe régulièrement dans les activités du nouveau maire de Douala. Mais je crois que je peux poser une analyse sur la plupart des exécutifs communautaires qui ont pris fonction généralement au mois de mars, à la faveur de la nouvelle loi portant Code général de la décentralisation qui consacre désormais les mairies de ville. Et je pense que c'est une bonne pause, les 100 premiers jours. C'est une très bonne pause pour se demander qu'est-ce qui a déjà été fait. Vous savez que c'est une nouveauté, les mairies de ville c'est une nouveauté, mais dans les attributions, ça reste presque les mêmes. Mais seulement, ces exécutifs communautaires ont pris fonction dans des conditions extrêmement difficiles. La plupart des mairies sont frappées aujourd'hui par une crise économique qui est une crise économique générale, qui ne devait pas épargner bien évidemment les collectivités territoriales décentralisées. La preuve que c'est pour dire quoi? Les prédécesseurs ont vidé les caisses avant de partir? Non, pas du tout. C'est une crise économique qui est d'abord une crise économique qui est mondiale. Elle est camerounaise et elle est aussi décentralisée. Et décentralisée parce que pour le cas de Douala, Douala a subi le contre-coup de la crise anglophone. Et vous savez que c'est Douala qui ravitaille la plupart des commerces de la région anglophone. Et avec cette guerre, il n'y a plus de menus rentrés du côté de la trésorerie de Douala en rapport avec cette crise anglophone. Il y a donc la crise économique, mais il y a également que pour le cas de Douala, je disais que j'ai régulièrement participé aux rencontres avec l'ancien délégué du gouvernement et le nouveau maire. Il y a une dégradation de la signature des collectivités territoriales décentralisées qui sont fortement endettées auprès des banques. Lorsqu'ils vont demander un service financier auprès des banques, on ne leur donne pas parce que leur signature est complètement dégradée. On ne va pas oublier que le contexte du Covid-19 a fait que les mairies n'ont pas toujours eu toutes les bouteilles franches pour accomplir leur mission. Et ils étaient presque concentrés à sensibiliser les populations, à distribuer les masques, les gels, etc. etc. Donc, ces 100 premiers jours, c'est une bonne pause, mais elle n'explique pas tout. Et on devrait quand même comprendre que après 100 jours, le bilan logiquement devrait être bien maigre, même comme il y a de très bonnes intentions de la part de ces différents exécutifs. Alors pour un bosseur, 100 jours, c'est quand même un moyen pour lui de poser les jalons. 100 jours, ça fait 3 mois et 10 jours. Ouais. 3 mois et 10 jours, je ne descends pas sur le terrain autant que Georges Sémé, qui a brossé de manière exhaustive et d'ailleurs très brillante, par exemple, ce qui se passe du côté de Douala. Mais moi, je pense que... il y a toujours un problème des ravins qu'on observe, qui ne sont pas entretenus. Il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas seulement le problème de ravins, il y a le problème des routes. Il y a plein de problèmes qui sont présentés devant les nouveaux maires élus qui sont sur la place et maintenant qui ont retroussé les manches pour essayer de prendre leurs responsabilités. C'est pour ça que Georges Sémé a déroulé, par exemple, pour le cas de Douala et même pour les autres, ce qui est en train de se passer. Mais tout ce qu'on peut espérer, c'est que ces nouveaux maires s'arment de plus de courage, de plus d'ambition. Alors, vous avez lu dans la presse en début de semaine à Maroua où
le maire de la ville a failli être lynché par la population, lui qui a engagé des casses sans... Effectivement, et là c'est l'un des cas rares où avec un nouveau maire qui n'a pas peut-être pas l'expérience requise ou qui n'a pas compris que pour engager un certain nombre de projets ou d'activités, il faut tenir compte d'abord du milieu ambiant et surtout des protagonistes. Ce maire de Marois qui est allé faire des casses sans avoir, sur un site où des débrouillards étaient installés et se débrouillards, entre guillemets, il l'a fait sans les avertir, sans faire suffisamment de réunions préalables pour non seulement expliquer, justifier et peut-être se faire accompagner dans sa démarche, et ce qui a fait qu'il est arrivé tout à trac et il y a eu ce drame où il a failli être lynché. D'accord, alors ceux qui vont lire le journal, le quotidien de jour ce matin, pourront d'ailleurs eux-mêmes faire le bilan, en tout cas des 100 premiers jours de chaque maire, super maire des villes. On voit bien que certains ont quand même marqué les points, d'autres qui traînent encore, malgré les difficultés financières. Et on peut lire également dans la presse, Mutation de ce matin parle donc d'entreprises et établissements publics offrent d'emplois aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, il y a des emplois qui sont annoncés alors que ce n'est certainement pas une réalité. Il y a des faux, vrais emplois. Donc en fait, Mutation a mis le doigt sur un réel problème qui existe depuis l'avènement des réseaux sociaux. Nous assistons de plus en plus à des déferlantes de publication des documents administratifs dans les réseaux sociaux, ce qui ne devrait pas être le cas. Et parmi ces documents administratifs, il y a ceux qui sont classés confidentiels, mais qui se retrouvent quand même dans les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux sont en même temps utilisés par les cybercriminels pour ventiler des offres d'emploi qui viendraient des administrations camerounaises ou alors des organisations non gouvernementales qui n'en sont pas de véritables emplois. Donc il faut extrêmement se méfier. Et j'ai vécu une ou deux expériences comme ça. J'ai recoupé une offre d'emploi qui a été publiée sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que c'était de l'arnaque. Une venait du Fonds national de l'emploi qui m'a rassuré qu'il n'y avait pas ce type d'emploi d'offre d'emploi qui avait été lancée au sein de cette institution. Donc il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle je crois que nous avons une loi sur la cybercriminalité qui existe, parce que publier des fausses offres d'emploi, il s'agit de la cybercriminalité, ce sont des cyberinfractions et je pense qu'il est déjà temps de mettre en application les dispositions de la loi sur la cybercriminalité afin qu'on trappe tous ceux qui utilisent ces réseaux sociaux afin de tromper la communauté. D'accord, alors le quotidien Mutation a touché le point important et là on voit bien qu'il y a des jeunes qui sont déversés carrément sur ces emplois-là. Certains ont même déjà dépensé beaucoup d'argent pour constituer les dossiers. C'est à ce niveau que le titre de Mutation non seulement est révélateur, mais avec son jeu de mots à croquer offre d'emploi, alors qu'on serait attendu à des offres d'emploi. Donc effectivement, dans les rangs de ces jeunes qui cherchent le travail, il y en a qui se font plumer comme des pigeons parce qu'ils ont vu une offre d'emploi quelque part, on leur a posé un certain nombre de conditions, alors que c'est des arnaques. Et Mutation a mis le doigt sur un problème réel et un problème qui fait mal. Et surtout qui fait encore plus mal à ces jeunes qui sont pleins d'espoir, qui vont racler le fond de leur poche ou bien les poches de leurs parents ou oncles pour en réalité se retrouver plus tard le bec dans l'eau et le gosier sec. Donc c'est un dossier édifiant qui mériterait vraiment d'être lu. D'accord. Alors, toujours dans les journaux, il y a Émergence qui s'intéresse au nord-ouest et au sud-ouest avec la communauté internationale qui pose une question. Peut-elle donc imposer un cessez-le-feu à Paul Biya? Il y a déjà 12 experts qui s'affrontent autour de la question. Je dirais que le Conseil international est extrêmement délicat. Il est constitué d'États puissants par leur économie, mais également puissants par leur armée. Mais il y a également des États faibles par leur économie et faibles par leur armée. Mais entre cette puissance et cette faiblesse, il y a les relations internationales et la diplomatie. Ça veut dire qu'un État qui est puissant a toujours besoin d'un État faible. Je prendrai le cas par exemple des États-Unis qui aura peut-être besoin du Niger, de l'uranium du Niger pour essayer de renforcer son armement. Donc ça veut dire que l'État faible constitue une nécessité pour l'État fort. Mais l'État faible aussi a besoin de l'État fort. Afin de se structurer, afin de se développer. Donc, la notion d'imposition, dans le cadre
la crise anglophone, la notion d'imposition, pour moi, n'a pas lieu d'être ici. Tout va se jouer dans la diplomatie, dans les relations internationales et dans les discussions. Donc je pense que le côté imposition est extrêmement malvenu, même si nous savons que la communauté internationale s'intéresse beaucoup à ce problème, mais ils ne peuvent pas venir imposer au Cameroun ce qu'il faut faire. Mais je crois également qu'il y a la notion de souveraineté qui est chère au doyen Camille Nellet, la notion de souveraineté, parce que lorsqu'on est souverain, on ne peut plus se faire imposer la gestion de son État. Tout se joue donc dans les relations internationales et dans la diplomatie. Et ce n'est que dans les relations internationales et dans la diplomatie que peut se résoudre sur le plan international le problème sur la crise anglophone. Alors, Camille Nellet, on voit bien qu'il y a une question très forte d'ailleurs qui suscite beaucoup de commentaires. Une question qui suscite des commentaires, mais une question qui est posée dans le cercle hebdomadaire que vous connaissez, d'intégration, qui pose toujours... Émergence. Émergence, je veux dire, qui pose toujours des questions, parfois à la limite de la provocation. Bon, quand on demande si la communauté internationale peut imposer un cessez-le-feu, on voit que la question elle-même, elle est insidieuse. C'est une question qui est même à la limite farfelue. Où est-ce qu'on a entendu que la communauté internationale a imposé le cessez-le-feu? La communauté internationale a imposé le cessez-le-feu à Bachar el-Assad. Elle a imposé le cessez-le-feu à la Libye. Elle a imposé le cessez-le-feu à l'Afghanistan. Elle a imposé le cessez-le-feu. Non, moi je pense que la communauté internationale, tout ce qu'elle peut faire, c'est effectivement d'accompagner les protagonistes, par exemple, d'un conflit armé. Et dans le cas d'espèce du Cameroun, c'est une guerre civile qui est entretenue par des gens qui ont attaqué l'État. Et l'État, ce n'est pas à l'État. Ce n'est pas l'État qu'on doit imposer le cessez-le-feu. C'est plutôt aux autres qui ont pris les armes qu'on doit imposer le cessez-le-feu. D'abord, qu'on doit suggérer le cessez-le-feu et imposer le cessez-le-feu. Parce que c'est eux qui ont attaqué, ce n'est pas l'État qui a attaqué. L'État joue son rôle de protection des frontières et de l'intégrité territoriale. Donc moi je pense que c'est une question qui est assez curieuse et on est en train de se demander si la communauté internationale dit à Paul Biya, ah bon allez, monsieur Biya, dites à votre armée de rester tranquille, qu'elle ne tire plus sur personne. Je ne sais pas si c'est ça qui va résoudre le problème. Donc le problème du Nozo, de la guerre du Nozo, c'est un problème qui ne peut pas se régler avec un diktat ou avec un ultimatum. C'est un problème qui se règle avec les réalités du terrain. Et les réalités du terrain sont connues. Elles sont connues. Et on sait très bien que l'État du Cameroun ne fait que se défendre. D'ailleurs, on a vu encore défiler ces derniers temps dans les réseaux sociaux un terroriste ambazédien d'ailleurs qui vient d'être attaqué, qui a pris lui-même du haut d'un immeuble l'attentat contre une patrouille de l'armée camerounaise qui arrive, qui a sauté sur une mine et qui, comment il était en train de faire des commentaires, a dit que mais pourtant c'est eux qui attaquent, c'est eux qui attaquent les militaires. Donc, demander à l'État du Cameroun de cesser le feu, moi je pense que c'est une question qui à la limite, fait dresser les cheveux sur la tête. D'accord. Alors, c'est le quotidien Émergence qui parle donc de cette question ce matin, parlant de guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et avec 12 experts qui s'affrontent déjà autour de cette question. Vous aussi, vous aurez l'occasion d'ajouter ou alors de faire une proposition et après avoir lu. Alors, dans le messager ce matin, on parle d'Ézéchiel Iloga, avec notamment le Picasso du centre des handicapés à Etougobé. Il est arrivé, il a prouvé qu'il peut, malgré son double handicap, qui n'a pas empêché en tout cas qu'il développe un talent d'artiste plasticien. On voit bien dans le dossier proposé par le quotidien Le Messager. Pour ceux qui iront en kiosque ce matin, ils auront l'occasion de lire le journal en question, l'article en question. Donc aujourd'hui également, dans le journal Cameroun Tribune, on parle d'équilibre des échanges commerciaux avec une occasion de rebondir pour le Cameroun. Bien sûr, avec le Covid-19, vous savez que les frontières ont été fermées et la plupart des pays qui ont connu cette fermeture de frontières sont quasiment asphyxiés en ce qui concerne les échanges commerciaux. C'est donc une occasion, comme le disent nos confrères de Cameroun Tribune, de rebondir. Le commerce intra-africain est encore très faible. Et pourtant, nous avons des pays qui produisent assez. Je prendrais le cas du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, des pays comme ça qui peuvent approvisionner en matériel divers et en produits divers les autres pays qui n'ont pas cette capacité de production. Mais également, nous avons les pays qui sont les pays industrialisés,
qui peuvent également approvisionner les pays qui ne sont pas dotés comme eux. Mais avec le Covid-19, il y a eu cette fermeture de frontières, ce qui fait que les produits n'arrivent plus. Donc, on devrait penser à une solution interne avant d'arriver à une solution intra-africaine, avec par exemple la zone de libre-échange intercontinentale africaine qui devrait se mettre en place. Non, il faut d'abord penser à une solution interne. Et cette solution interne passe forcément par le financement, l'accompagnement des PME et l'éclosion des petites et moyennes entreprises. Comme ça, nous allons produire sur place ce que nous exportons jusque-là. Et l'occasion du Covid-19 a donné l'occasion à notre intelligentsia administrative de constater que il est temps aujourd'hui, mais il aurait pu être temps depuis, de produire sur place et de ne pas extrêmement dépendre de l'extérieur occidental ou alors extérieur africain. Le Covid-19 a été l'occasion de mettre sur la table une fois de plus cette réflexion. Alors, le journal Cameroun Tribune voudrait démontrer aujourd'hui qu'on était trop dépendant de l'extérieur. Maintenant, il faut quand même revoir et comprendre que si la pandémie n'était pas venue, on n'allait pas découvrir en nous certains talents qu'il faut mettre en exergue. Mettre en exergue, surtout faire la promotion du Made in Cameroun. Parce qu'il est question de produire camerounais, de consommer camerounais et de pouvoir distribuer camerounais. C'est ça qui, moi je pense que cette préoccupation qui est très très importante devrait servir à booster et l'industrie, parce qu'il faut ça. Il n'y a plus d'industrie au Cameroun. Regardez dans le secteur privé, qu'est-ce qu'il y a comme industrie. Nous ne mangeons que des choses qui viennent de l'extérieur. Mais par contre, on a connu à une certaine époque certains industriels camerounais qui ont commencé à produire au Cameroun et à vendre au Cameroun et à vendre même ailleurs. Donc il est certainement temps, avec cette crise d'ailleurs qui est annoncée, parce que vous savez très bien que les experts financiers annoncent une période de récession assez dur pour la zone CEMAC pour les mois et les années à venir. Donc moi je pense que voici une bonne occasion pour promouvoir et accompagner ce Made in Cameroun qui devrait permettre maintenant de créer une sorte de boostage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on produit ici, on vend et on a des retombées sans avoir besoin tout le temps de sortir et d'aller chercher ailleurs ce que nous-mêmes pouvons produire et peut-être même mieux que ce qui nous arrive. Donc c'est une préoccupation très très importante. Il faut seulement qu'elle aille jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'elle se limite seulement au discours ou bien aux vœux pieux. Alors, le titre de Cameroun Tribune ce matin qui parle d'une occasion de rebondir avec notamment cet équilibre des échanges commerciaux n'est pas très loin de ce que propose le journal Économie avec le Covid-19, l'ABA qui prévoit donc une récession économique en zone CEMAC. C'était absolument prévisible lorsque nous prenons le cas des États-Unis. Ce pays qui est la première puissance économique du monde et il est fortement en récession. Nous prenons la Chine qui est l'atelier du monde, la locomotive économique du monde. Ce pays est également en récession. Que dire des autres États de l'Europe, etc., etc. Et pourquoi pas les États africains? Surtout la zone CEMAC qui est une zone pas très dynamique et faiblement structurée. Nous devons connaître également une récession, mais seulement il faut la juguler afin qu'elle ne prenne pas une ampleur qui puisse entamer le tissu économique communautaire. Et je crois que la plupart des experts financiers, les économistes sont en train de se pencher sur la question afin que le Covid-19 ne vienne pas entamer nos économies. Il s'agit d'une crise, d'une récession conjoncturelle, il ne s'agit pas d'une récession structurelle. Donc, on peut la juguler et c'est la raison pour laquelle le comité de politique monétaire de la BAC a planché sur la question afin de prendre les solutions financières et économiques idoines pour que cette récession ne soit pas une récession qui va engloutir totalement nos économies. D'accord. Alors Kamine, vous l'avez évoqué, mais je voudrais plutôt parler d'autres choses avec vous. Ce que propose le journal L'Œil du Sahel ce matin, parlant des chantiers de la CAN 2021 avec Prime Potoma qui embarrasse Nassis Molekombi à Garoua. Et à côté de ça, il y a un autre sujet à Mchide où il y a 6 personnes qui ont été tuées dans une attaque de Boko Haram. Vous savez, pour Prime Potomac, vous savez très bien que le ministre Molekombi est en train de faire le tour des stades et est arrivé au stade Roundé à Djer. Il a eu l'occasion d'être absolument satisfait de l'avancement des travaux et surtout de l'état actuel des travaux. Mais il a été embarrassé, comme le dit L'Œil du Sahel, par la situation des 2 chantiers qui ont encore été, qu'on a bien voulu laisser à Prime Potomac, qui avait tous les chantiers au départ. Le chantier des stades d'entraînement et de l'hôtel, qui sont toujours dans un état d'avancement assez minable. Et c'est ça qui surprend.
le ministre qui sait très bien le nombre de milliards qui avaient été mis à la disposition de Prime Potomac et que jusqu'à présent rien n'est fait. Donc le ministre est en train de faire le tour. Il sait que la compétition, c'est seulement dans 5 mois. Dans 5 mois, parce qu'on est déjà au mois de juillet, et il faudrait faire attention. Donc, d'accord. Et maintenant, quant à Mchilé, la mort de 5 personnes de ce côté-là provient d'une bande de... parce que moi, je dis toujours qu'il ne faudrait pas toujours coller à Boko Haram toutes les opérations de pillage que l'on enregistre à l'extrême nord. Parce qu'il y a énormément de bandes de pillards qui viennent, comme c'est le cas à Mchilé. Des pillards sont arrivés, ils sont entrés dans le village, ils sont mis à terroriser les villageois. Ils ont abattu un sexagénaire d'une bande dans la tête et ils ont pris le bétail. Bon, donc c'est en emmenant le bétail donc, pour aller traverser la frontière qu'ils se sont trouvés nez à nez avec une patrouille du BIR. Bien évidemment, il y a eu échange de coups de feu et le bilan était plutôt lourd du côté des assaillants. Donc c'est beaucoup plus des pillards que Boko Haram même. Et moi, ça me gêne un peu parfois quand on globalise ou on généralise en disant que chaque fois qu'il y a une agression, chaque fois qu'il y a une attaque, c'est forcément Boko Haram. Il y a énormément de pillards, il y a énormément de bandes armées qui ne sont là que pour piller les villages. Les lecteurs vont lire ce que le journal propose également ce matin, en page 9 précisément. Je vous donne plus la parole, Georges Sémé, juste pour vous dire, pour vous souhaiter de passer un très bon week-end. Merci à surtout, vous. On se retrouve la semaine prochaine. Je profite de l'occasion pour saluer, comme l'a demandé le journal, les populations de Mankoula. Les populations de Mankoula. Dans le département du Mongo. Alors, c'est là-bas qu'est déporté l'opération vendredi soir? Non, mais vous savez qu'il y a une opération arrosage pour l'honorable conseiller. Moi, je pense que celle-là, il faudrait aussi voir ça. D'accord, merci. Bon week-end à vous et à lundi, 9h20 sur Equinox Télévision.